Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Sur ces plateaux, je reçois le professeur Georges Zongalan-Talaja, qui donne cours à l'Université en Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. Le professeur Georges Zongalan-Talaja est passé des passages à Kinshasa et j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. On a fait des interviews et cette fois-ci, au lieu de parler de son livre, on parle d'un article qu'il a publié dans une revue intitulée Revue africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance, la gouvernance, que dirige le professeur Mbata. Et prof Zongola a publié un article dans cette revue, La place de l'RDC sur l'échiquier mondial contemporain. Et je vous donne un résumé de cet article, avant qu'on entre dans le débat avec les professeurs. Le prof fait un constat. Le Congo est un pays pauvre qui a un État fragile. Pourquoi ce constat? Ils ont deux causes. La première, mainmise étrangère sur ses ressources naturelles. La deuxième cause, une classe politique médiocre et corrompue. Et les profs proposent des solutions. La première solution, il fait appel à Mabé Kalanda avec son ouvrage La remise en question, la décolonisation mentale. Et deuxième réponse, solution, les profs voient la vision de Patrice Emery Lumumba d'une Afrique capable de gérer son propre développement. Et les professeurs essaient de voir la trajectoire de l'insertion de l'RDC dans le système international, qui est fonction de deux éléments. D'abord, sa position géographique et stratégique au centre du continent africain. Ensuite, ses nombreuses ressources naturelles dont certaines ont été ou sont encore de portée stratégique mondiale. Et les profs donnent 3 phases du développement du capitalisme au Congo. D'abord, ils développent sur l'État indépendant du Congo, de Léopold II. Ensuite, sur la colonisation belge et la guerre froide. Et enfin, la troisième, la période de la mondialisation libérale et le réchauffement climatique. Donc, le Congo a beaucoup participé au développement du capitalisme en Afrique et dans le monde. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous avez fait un constat très clair. Le Congo est un pays pauvre et fragile. Pourquoi? Parce que nous vivons un paradoxe. Le Congo est un pays extrêmement riche en ressources naturelles et humaines. Mais c'est un pays extrêmement pauvre. Je reviens d'une visite à Mbujimayi et Miabi, au Kasaï oriental. On voit une ville complètement par terre. Toutes les constructions de Miba sont maintenant en train de se détériorer. Et il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi, il y a des mendiants partout. Ce qui montre vraiment la fragilité de l'État congolais, qui est incapable de fournir à la population une petite partie seulement des recettes de l'État. C'est un pays où l'État consomme plus que la population. Nous avons un État extrêmement gourmand, qui ne fait que consommer ce que nous produisons. Or, la plus grande majorité de la population vit dans la misère la plus totale. Est-ce que, prof, on ne peut pas dire que c'est parce que le mode de l'État, qu'on a hérité de la colonisation, l'État post-colonial est en pleine désintégration, qu'il faudrait repenser notre État, réinventer? Oui et non. Oui, dans le sens que nous avons plus ou moins hérité du système autoritaire colonial. Notre État n'est pas un État démocratique. Nous voulons être démocrates. Oui. Mais jusqu'à présent, c'est un État qui donne des ordres seulement et qui n'écoute pas ce que le peuple veut. Chaque changement de gouvernement
nous recevons un nouveau régime qui fait beaucoup de promesses, mais ces promesses ne sont pas tellement tenues. Hein. Or, nous sommes capables dans ce pays d'avoir un capital énorme de développement. Nous sommes capables d'avoir un revenu national de milliards et de milliards. Et je donne toujours l'exemple de l'université où j'enseigne. J'enseigne dans une université tout à fait, comment dirais-je, université moyenne de 50 000 étudiants aux États-Unis, mais qui a un budget annuel de 5 milliards de dollars américains. Et ici, nous avons un pays aux dimensions continentales, non, avec de nombrables richesses. Et nous avons un budget inférieur à 5 milliards de dollars. Comment expliquer ça? Oui, prof, mais revenons au niveau de l'État. Oui. Les structures de l'État se sont effondrées. Aujourd'hui, quand vous êtes au village, là, ni policiers, ni administrateurs. Donc il y a un vide aujourd'hui. Les modèles qu'on nous a laissés faire la colonisation, qu'on a arrêté, ces modèles ont disparu. Est-ce que le problème, ce n'est pas, quand vous parlez des conditions de vie qui sont difficiles, est-ce que le problème ne se situe pas au niveau de la réinvention d'un modèle construit par les Congolais même pour organiser leur propre environnement politique, social et économique? Tout à fait. Et c'est pour cela que j'ai dit que la réponse à votre première question était oui et non. Oui, dans le sens que nous avons hérité certains mécanismes de gouvernance de la colonie. Mais en même temps, nous avons créé nos propres méthodes. Hein. Nous avons un pays qui vit sur la corruption. Partout où nous sommes passés, par exemple, que ce soit l'immigration, que ce soit le service de lignes aériennes, que ce soit partout on vous demande de l'argent. Hein? Mais comment ça? Vous avez des fonctionnaires de l'État qui sont censés être payés régulièrement. Ils vous demandent, mais est-ce que... Mais pourquoi ils ne sont pas payés régulièrement? Pourquoi? C'est parce qu'il y a la corruption, il y a Maintenant, on part dans des causes. Vous avez donné des causes. Oui. La première cause, c'est la même mise étrangère sur les ressources naturelles. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Oui, c'est-à-dire que vous avez un très bon exemple dans ce pays, M. Gertler, un jeune Israélien qui vient ici après la prise de pouvoir de M. Laurent Kabila. Et aujourd'hui, il est parmi les hommes les plus riches au monde. Hein? Il a acheté des morceaux de Gécamine, hein, qu'il a acheté à 5% de leur valeur réelle. Et puis, un mois après, il vend ça sur le marché mondial à leur valeur réelle et il devient milliardaire. Hein. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? Il l'a fait avec la complicité des Congolais. Hein. Il y a des Congolais qui ont bénéficié de ce qu'il a pu réaliser sur le marché des capitaux. Hein. Donc c'est ça qui fait que les ressources qui devraient aller à la population vont à une minime fraction de notre population. Donc vous voulez dire que c'est la classe politique qui est médiocre et corrompue? Tout à fait. Mais s'il y a corrupteur, il y a aussi s'il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Mais les corrupteurs sont des étrangers, les multinationales qui s'enrichissent, qui savent très bien qu'au Congo, pour s'enrichir, il suffit seulement de corrompre quelques fonctionnaires ou quelques ministres et on peut tout faire. Ok, prof, on avance un peu parmi des solutions. Vous avancez l'idée qu'il faut faire appel à Mabie Kalanda, la remise en question. C'est ça. La décolonisation mentale, ça va se passer comment? Ça, c'est tout simplement un engagement formel. Comme nous avons dit à la conférence nationale souveraine, que ce pays était gouverné par des anti-valeurs. Hein. Nous devrions donc combattre ces anti-valeurs et rétablir les valeurs réelles, les valeurs morales, hein, qui doivent gouverner un pays, qui doivent gouverner une nation qui se veut une nation égalitaire, qui se veut une nation qui a l'amour de la patrie, l'amour du prochain, ainsi de suite. Dans ce pays, on s'en fout. Hein. On ne donne pas d'attention à la population qui vit dans la misère aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est parce que l'élite congolaise a été formée à l'école occidentale pour servir les intérêts étrangers et les intérêts de leur propre famille? Est-ce que ce n'est pas l'université et l'école qui est à la base? Oui, c'est vrai, mais il faut nous comparer à d'autres pays africains. Et vous ne trouverez pas un déclin aussi catastrophique comme celui du Congo. Exact. Hein? Ce qui fait que nous pouvons quand même nous organiser
et faire tout de sorte que l'État soit en mesure de contrôler le fonctionnement de l'administration. Mais prof, ça pose un problème. Vous dites, nous sommes le seul pays, quand on vient ici, on trouve qu'il y a tellement de désordre, l'État s'est effondré. Ouais. Il y a d'autres pays africains, ça fonctionne. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Congo est sur les traces de l'Haïti? Parce que l'Haïti a eu l'indépendance, ça fait 200 ans. 200 ans, Mais oui. regardez là où ils sont. Est-ce que le Congo n'est pas sur les traces de l'Haïti? Ah oui, on risque d'y arriver si on ne prend pas garde. De sorte que l'Haïti a eu son indépendance en 1804. Ouais. Hein, donc ça fait 200 plus presque 20 ans, mais ils sont encore extrêmement pauvres et nous pouvons y arriver. Donc c'est pour cela que nous devons prendre vraiment conscience du défi auquel nous avons affaire pour que nous puissions rétablir le contrôle de l'État, nous puissions rétablir, comment dirais-je, des valeurs réelles qui puissent gouverner l'ajustement des autorités et des fonctionnaires. Oui, c'est aussi pour dire, peut-être s'il y a l'Haïti comme, le Congo sera comme l'Haïti, c'est parce qu'il y a une main noire extérieure. C'est comme si on avait décidé que l'Haïti ne soit pas stable, ne se développe pas par des forces obscures. Mais oui, dans le cas de Haïti, les États-Unis ont envahi ce pays à plusieurs reprises, dans une totalité de 100 ans, sous le contrôle des États-Unis. Aujourd'hui même, les décisions qui viennent d'être prises la semaine passée, par exemple, pour établir qui sera Premier ministre consort, c'est Washington qui prend toutes ces décisions. Donc, c'est veut dire que si nous aussi, nous nous mettons comme dépendants de l'Europe et de l'Amérique, nous allons aboutir à là où Haïti se trouve aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, parmi les solutions, vous parlez de la vision panafricaniste des partis Sémé Lumumba. Absolument. Pour créer un rapport de force. C'est un peu de prendre notre destin en main. Donc, qu'est-ce que l'on peut apporter sur le plan organisationnel? Tout d'abord, du patriotisme. Oui. Une des choses qui manque à ce pays, c'est du patriotisme. Vous avez des dirigeants qui pensent qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent tout détruire, donc ils ne songent qu'à eux-mêmes, ils ne songent pas au pays. Donc il faut du patriotisme. Il faut de l'unité nationale. Au lieu de s'entrechirer avec le tribalisme et tout cela, nous devons être capables de considérer chacune des Congolais, Congolaises et Congolais comme étant des êtres qui ont droit à une place honorable dans ce pays et non pas à les marginaliser en tant que parce qu'ils viennent de telle ou telle ethnie et ainsi de suite. Ok, prof, voyons maintenant la trajectoire d'insertion de la RDC dans le système international. Ça s'est passé comment? Mais comme je l'ai dit, c'est donc les trois périodes que vous avez citées, notamment la période léopoldienne, où le Congo était pratiquement la propriété d'un individu, avec ses partisans dans les multinationales internationales. Ils se sont permis de piller le pays, de contrôler tout. Léopoldien avait même signé un décret où il s'attribuait les terres dites vacantes, comme son territoire privé, ainsi de suite. Donc cela a abouti vraiment à un pillage extraordinaire, qui a fait quoi? Plus de 10 millions d'habitants sont morts à cause de cela. Donc ça a vraiment appauvri le pays et ça a créé donc l'héritage colonial belge. Les Belges, certainement, ils ont diminué le niveau de violence, mais le système est resté intact. C'est un système d'exploitation, un système d'oppression qui a continué. Est-ce qu'on peut dire que les malheurs du Congo aujourd'hui, c'est cet héritage colonial? Parce que dès le départ, le Congo était considéré comme une entreprise. Tout à fait. Avec un gérant comme Léopold II, oui. pour les multinationales, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais ça continue. On a vu avec M. Mobutu, par exemple, où il y avait les dons du roi. Lui avait les dons du président de la République. Il se considérait comme étant le propriétaire du pays. Il pouvait tout faire. Il a zaïrianisé les entreprises de Ouest africains, des Grecs, des Libanais, des Pakistano-Indiens, ainsi de suite. Donc, vous avez cette mentalité que l'État vous appartient. Or que l'État
doit être C'est une structure. C'est un héritage colonial. Léopold aussi disait Exactement. l'État c'était lui. Mobutu a dit l'État c'est moi. Exactement. Rien n'a changé. C'est ça. Mais j'espère que maintenant ça va changer. Ok, on va arriver donc. Oui. Ça c'est pendant la colonisation belge. Pendant le temps indépendant du Congo, on a donné du caoutchouc, du bois, de l'ivoire. Oui. La Belgique s'est enrichie. Oui. Grâce à ça, le produit a cédé beaucoup plus à la Belgique. Il y a sous la colonisation belge, la guerre froide. Mais comment est-ce que le Congo s'est inséré encore dans ce monde qui est dominé par les puissances occidentales? Oui, il faut vous rappeler que pendant la colonisation belge, la présence occidentale était extrêmement forte. On a eu des intérêts américains, des intérêts allemands, des intérêts français, des intérêts britanniques. Ils étaient tous ici. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des agents de services de sûreté américains, belges, allemands, français et britanniques qui étaient ici en train de faire tout pour empêcher que l'Allemagne ne puisse mettre ses mains sur l'uranium. Oui. Après, donc à la fin de la guerre, il y a eu la guerre froide à partir de 1947. Maintenant, on devait faire la même chose contre les soviétiques. Parce que maintenant, au lieu de l'Allemagne, les nouvelles ennemis pour l'Occident, c'était l'Union soviétique. Donc, ça veut dire pourquoi est-ce que ces gens étaient là? C'est parce qu'ils ont compris que le Congo était une nation extrêmement stratégique. Le fait que nous avions non seulement le cobalt et le cuivre, mais aussi l'uranium, nous mettait à une position de pouvoir contribuer à le moyen de guerre, à contribuer donc à la puissance militaire des États comme les États-Unis. Donc c'est ainsi que les États-Unis ont, à partir des années 40, compris qu'il fallait avoir leurs pieds ici. Et il fallait tout faire, que tout régime qui vienne au pouvoir soit un régime sur lequel ils peuvent avoir de l'influence. Est-ce que c'est leur faute? Mais je crois que comme c'était une colonie, nous n'avions rien à faire, nous ne pouvons rien faire. Mais une fois que nous sommes devenus indépendants, c'était ça la lutte de Lumumba. Lumumba dit que notre pays doit être un pays réellement indépendant. Un pays qui puisse contrôler ses ressources naturelles, non pas pour servir les intérêts autres que les intérêts des Congolais, mais pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Et ça, on n'a pas aimé. Donc, on a pris notre uranium, notre cobalt, C'est ça, tout à fait. les cuivres, Oui, mais le Congo est resté pauvre et la Belgique s'est enrichie. absolument. Ok. Prof, passons à la troisième période ici, c'est que nous vivons actuellement. Oui, Nous avons pas une période de la mondialisation libérale, il y a le réchauffement climatique. oui, On a besoin de la forêt, de l'eau, oui. les minerais stratégiques et Oui, terres oui. rares. Et nous avons tout ça. On a tout ça. Mais comment expliquer qu'on connaît tout ça et qu'on soit incapable de nous organiser? C'est le leadership. Nous avons un leadership médiocre qui ne voit que ses intérêts personnels et qui ne songe pas à l'avenir. La plupart de nos leaders n'ont pas une vision pour l'avenir du pays. Ils ne voient pas. Lumumba, par exemple, avait une vision. Il a vu un Congo uni, stable, et un Congo qui pouvait se développer et devenir l'engin pour le développement de tout le continent africain. C'est pour cela qu'il a eu vraiment le soutien de Kwame Nkrumah. Nkrumah a trouvé en Lumumba vraiment. C'est pour cela que Kwame Nkrumah, par exemple, avait décidé que donc la fédération Congo-Ghana devrait avoir comme sa capitale Léopoldville, Kinshasa. Parce qu'il a vu que rien ne peut se faire sans le Congo. Mais voilà, maintenant, nous sommes très loin d'être le leader de l'Afrique. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est l'élite intellectuelle qui est médiocre, qui est inconsciente? Parce qu'on ne peut pas quitter les hommes politiques. Les hommes politiques ne produisent pas la pensée. Quand vous venez à Kinshasa, c'est rare de voir les écoles de pensée. Oui. C'est quand il y a des écoles de pensée que les élites politiques vont se ressourcer. Mais oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la faute, c'est aux élites des gens, non, aux universitaires, Oui, aux penseurs et autres? Absolument. Ils ont certainement leur part de responsabilité, mais on ne peut pas
donc exonérer les politiciens non plus, parce que ce sont eux qui prennent des décisions. Certainement, les élites peuvent les réconforter, comme on a vu, autour de Mobutu, il y avait des jeunes gens, donc ressortissants de l'université Lovanium, qui allaient directement du mont en bas à la présidence et commençaient à chanter toutes sortes de louanges. Quelqu'un comme Bisengue Mana qui nous disait par exemple comment Mobutu était plus intelligent que l'agronome. Il comprenait très bien comment le maïs poussait près du palette. donc vous avez eu tous ces courtisans autour des chefs qui leur faisaient comprendre qu'ils avaient tout, ils pouvaient tout faire. C'est dit à quoi comme ça? Parce que peut-être vous avez donné un cours en Ouganda, dans d'autres pays, mais vous n'avez pas cette qualité d'élite. À un moment donné, il y a quand même des gens qui disent non, nous devons faire ça. Pourquoi Absolument. Chez nous, on a ce niveau-là? Oui, mais je crois, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer le fait que l'intelligentsia congolais continue à être vraiment guidé par l'intérêt de l'argent. Peut-être parce qu'on est mal payé. Mais ça ne peut pas s'expliquer. Parce qu'on voit que ceux qui ont beaucoup d'argent volent toujours. Oui, exactement. Mais comment expliquer ça? Parce qu'on vole, parce qu'on n'a pas d'argent. Mais quand on en a beaucoup, pourquoi on vole encore? Oui, une fois qu'on vole, on est habitué. Donc, prof, à vous entendre parler, il n'y a pas d'avenir. Mais l'avenir est toujours possible parce que nous avons quand même de la vision. On a la vision de Tshisekedi Wamulumba, par exemple, qui, lui aussi, comme Lumumba, avait cette vision d'un pays réellement indépendant, d'un pays qui ne va pas attendre que l'Occident lui dise ce qu'il faut faire. Et on a vu comment il a été combattu à la conférence Nations souveraines, par exemple, et par après, parce qu'on disait, voilà, celui-là, il est trop têtu, il est trop radical, ainsi de suite. Mais quand on dit ça, on dit, voilà, c'est l'homme qu'il faut supporter, parce que c'est quelqu'un qui a l'intérêt du peuple au cœur. Ceux qui n'ont pas l'intérêt du peuple sont prêts à tout faire pour les grandes puissances, parce que pour eux, l'essentiel, c'est d'être soutenu par l'Occident. Prof, voyez maintenant la situation actuelle. Comment voyez-vous la présence du président Tshisekedi, d'abord à l'Union africaine, et ensuite en RDC, et c'est la place de la RDC sur l'échiquier mondial contemporain? Oui. Comment vous voyez ça? Oui, Tshisekedi a été sélectionné comme président de l'Union africaine parce que la plupart de ses pairs ont été impressionnés par le fait que voilà un jeune homme qui vient au pouvoir et qui a vraiment le souci de changer le Congo. Et on a trouvé que c'était vraiment quelqu'un de bien, comme vous avez suivi par exemple sa visite en Guinée-Conakry, oui. Où le président Alpha Condé dit mais c'est mon fils, parce qu'on a connu son père, on a vraiment apprécié son père, qu'on considérait comme un autre Mandela, et voilà, et qui n'a pas eu l'occasion de diriger le pays, mais son fils est là, donc on espère qu'il aura certainement appris quelque chose de son père, et donc c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, que compte tenu de son apprentissage politique, il pourrait conduire le Congo à de meilleurs avenirs. Le prof, dernièrement, le dernier voyage du président Tshisekedi, il est passé par le Ghana. Oui. Après le Ghana, il a fait la Guinée. Oui. Après la Guinée, il a fait la Guinée-Bissau. Oui. Ce n'est pas significatif. Oui, c'est très significatif. D'autant plus qu'en Guinée-Bissau, on lui a décerné le prix Amilcar Cabral. Et vous savez, vous m'avez posé la question l'autre jour, pourquoi Cabral? Oui. Moi, je considère Cabral comme étant l'un de nos meilleurs intellectuels africains. Vraiment quelqu'un qui avait une très bonne vision de l'avenir de l'Afrique et qui supportait vraiment des gens comme Lumumba. Il a rencontré Lumumba à Accra, à la première conférence panafricaine de décembre 1958. Et c'est quelqu'un qui, dans ses écrits, vous voyez sa passion pour l'Afrique. Et vous voyez son pays, le Cap-Vert, c'est un des pays qui est le mieux organisé en Afrique aujourd'hui. Malheureusement, la Guinée-Bissau, qui est aussi son pays, il y a eu trop de désordres, en partie à cause du trafic de drogue. Parce qu'il y a beaucoup de militaires et de policiers qui sont impliqués dans le trafic de drogue. Et ce qui fait maintenant, les gens luttent pour le contrôle de ce trafic.
Donc on peut dire que l'arrivée du président Tshisekedi à l'Union africaine, à la tête du Congo aussi, inaugure quand même un espoir. Oui, absolument. Bien qu'il ne faut pas vraiment exagérer l'importance de la présidence de l'Union africaine. On est là pour 1 an seulement. Et on est plus ou moins le symbole de l'unité africaine. Vous êtes là pour vous personnaliser plus ou moins notre vision, notre souhait que l'Afrique soit unie. Et je crois que le président Tshisekedi fait du bon travail à travers tous ces périples qu'il fait à travers l'Afrique, et aussi son implication dans la résolution du conflit entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan concernant les eaux du Nil. Oui, oui. Mais je crois que l'essentiel, c'est ce qu'il fait ici au Congo. Parce que c'est ça qui va changer le Congo et l'Afrique. Avez-vous l'impression que l'élite congolaise comprend sa vision? Ça, je ne sais pas. Non, pas parce que pour le moment, vous savez, notre pays est depuis Sun City guidé par une seule idée: partage équilibré, équitable des postes. C'est tout ce qu'il y a. L'union sacrée, c'est quoi? La majorité des gens de l'union sacrée viennent du camp Kabila. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont passés du camp Kabila à l'union sacrée? C'est parce qu'ils cherchent des postes. Donc je ne vois rien d'autre que ça. Donc si on ne change pas, c'est là où Mevika Kalande est très important. Donc le changement de mentalité est indispensable. Parce que sans changer les mentalités, on n'ira nulle part. On va toujours continuer à jouer ce rôle. Aujourd'hui, on est dans ces camps, de l'autre à l'autre. D'ailleurs, comme j'ai vu dans un des journaux, je me rappelle que pendant le week-end, on parlait du fait que l'union sacrée d'aujourd'hui n'est pas tellement différente de l'union sacrée de 92. Pourquoi? Parce que, vous savez, par exemple, et vous savez, dans mon livre, là, j'écris que il y a eu l'infiltration des loups dans la bergerie. Les gens qui se disaient ils sont là dans l'union sacrée, mais qui combattaient Tshisekedi. Donc ils étaient là, non pas parce qu'ils étaient convaincus que l'union sacrée était la voie indispensable pour notre salut, mais c'est parce qu'ils voulaient tout simplement avoir un pied dans l'organisation du pouvoir pour pouvoir aller de l'avant et avoir de meilleures positions. Donc votre analyse sur l'union sacrée n'est pas tellement bonne? Non, pas du tout. Et à la place, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Non, c'était indispensable ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il fallait tout d'abord se débarrasser de la tête, donc de Kabila. Et puis maintenant, parce que la plupart des gens qui étaient là n'étaient pas vraiment convaincus de ce que Kabila faisait. Ils n'étaient pas d'accord. Mais ils étaient là parce que c'est ça la voie à avoir des postes et de l'argent. Mais ils n'ont pas abandonné cette position de considérer le pouvoir comme possibilité de s'enrichir. Parce que de nous qui avons fait des études humanitaires et qui sommes engagés pour l'avenir du pays, nous considérons le pouvoir comme une opportunité pour rendre service à la nation, pas pour s'enrichir. J'ai fait 8 ans à la commission électorale. On nous a donné 2 avances de traitement. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas mon salaire. Mais vous êtes bien payé en Amérique. Ah, mais ce n'est pas ça. Quand ce moment-là, je n'étais pas payé en Amérique parce que j'étais mise en disponibilité. Je n'avais pas de salaire. Donc j'ai dû survivre sur mes économies. Ce qui m'a fort appauvri. Mais que répondez-vous aux gens qui disent que vous avez tous fui la misère ici et vous réfugiez en Amérique, vous abandonnez les pays et puis vous venez tout simplement parler et donner des leçons? Non, je n'ai pas fui le pays parce que j'ai travaillé au Congo à 3 reprises. J'étais professeur à l'Université libre du Congo à Kisangani en 1971, professeur et même vice-doyen, un des vice-doyens le plus jeune et vice-doyen de la plus grande faculté de l'UNASA, la faculté de sciences sociales à Lubumbashi. Donc j'ai travaillé à Lubumbashi en 1971, 1973. Je suis revenu au Congo en 1992. Je voulais rentrer après ma thèse de doctorat en 1975, je voulais rentrer. C'est le professeur Moudimba qui me dit, mais
Mais tu es fou, quoi. Tu ne te rappelles pas ce qui est arrivé à toi, le Lubumbashi? Toutes ces interrogations par la sûreté, l'intimidation et tout ça. Ah, j'ai dit, bien, peut-être tu as raison, je vais voir. Alors, et puis, j'avais des membres de famille qui connaissaient bien les livres noirs de la sûreté. On me disait, oncle, si vous venez ici, c'est au cachot. Hein? Et vous avez fui. Non, vous avez eu peur, quoi. Oui, oui, enfin, certainement, avec, étant marié, avec des enfants, il faut considérer tout cela. Alors, mais je suis revenu en 91 pour la conférence nationale. Je n'ai pas été admis à la conférence, malgré les promesses de Mulumba Lukoji et son cabinet. Mais en 92, j'ai été coopté. Donc, un de soi-disant personnalités scientifiques de renom international. Donc, je suis venu en avril 92 et j'ai fait 8 mois à Kinshasa. Et puis, j'ai été rappelé par Kiba Samaliba, on me dire que non, nous avons décidé que c'est toi qui es la personne la plus indiquée pour devenir président de la commission électorale. Je suis venu ici, on a prêté serment le 1er janvier, mais Mobutu a opposé son veto. Il a dit que non, celui-là c'est un radical. Il est pro-Tshisekedi, on ne va pas le mettre à la présidence. Mais j'ai quand même travaillé comme le numéro 2 de la commission électorale pendant 8 mois. Et prof, est-ce que si aujourd'hui, tous les intellectuels congolais, les Mujimbe, vous là, les autres, puis on a nous Kacham, si aujourd'hui vous étiez restés ici nombreux, pensez-vous que Mobutu allait installer une dictature? Parce que c'est votre départ qui a fait que Mobutu ait les mains libres. Non, mais la dictature existait déjà. D'ailleurs, par exemple, il a nommé Mudimbe au comité central d'IMP sans l'avoir consulté. Mudimbe a fui le pays à cause de ça. Heureusement pour lui que son épouse, on lui avait offert une bourse aux États-Unis, bourse comme professeur visiteur. Donc, Mudimbe a trouvé un bon moyen pour aller aux États-Unis. Donc, on peut dire que vous avez difficile à accepter les sacrifices. Non. On a accepté des sacrifices. Par exemple, moi, quand j'ai terminé mes études de doctorat, on m'a offert un poste de professeur à une université américaine. J'ai dit, pas du tout, non, je dois rentrer au Congo. Je suis rentré. Je suis rentré au Congo. Et on a souffert à Kisangani, à Lubumbashi, on a eu des problèmes de logement et tout ça, mais on a tenu le coup. Je suis rentré aux États-Unis uniquement pour rédiger ma thèse de doctorat. Donc, je comptais rentrer, mais enfin, j'ai changé de mentalité. Je ne croyais pas que ça allait durer autant d'années. Ça a duré plus de 17 ans et demi. Donc, on peut dire que Félix Tchichi, c'est un héros. Absolument. Parce qu'il a vécu dans des conditions difficiles. Donc, absolument, mais bien sûr. Jusqu'à mourir opposant. Mais oui. Et vous avez fui. Enfin, c'est relativement parlant. Mais nous avons continué à aller aux États-Unis. Tshisekedi, par exemple, quand il venait aux États-Unis, mais c'est moi qui l'accompagnais au département d'État. C'est moi qui prenais des rendez-vous auprès du département d'État, la Banque mondiale, avec des ONG de droits de l'homme, démocratie, ainsi de suite. Donc, il était vraiment reconnaissant de tous ces services qu'on lui a rendus. Prof, maintenant, voyons l'avenir. Oui. Je pense qu'on a eu un passé douloureux. Comment voyez-vous l'avenir avec la contribution des penseurs et des intellectuels? Parce que ce qui manque en Afrique, le Congo en particulier, ce sont les écoles de pensée. Oui. Comment voyez-vous les choses? Parce qu'après tout, il faut quand même que les intellectuels africains et congolais travaillent. Oui. Il y a un vide. Tout à fait. Oui, mais c'est ce que nous aimerions voir. Nous aimerions que le président Félix Tshisekedi fasse usage des intellectuels congolais. Nous sommes très nombreux. Comme je vous ai raconté ici, qu'à Oslo, le 10 décembre 2018, le jour qu'on a remis le prix Nobel à notre frère Mukwege, docteur Mukwege, il y avait 800 Congolais réunis dans cette ville européenne pour honorer notre compatriote. Et ce monde venait de partout au monde.
Il y avait des professeurs d'université qui enseignent en Chine, au Japon, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc ça vous montrait que nous avons des cadres. Mais est-ce qu'il y a un service à la présidence pour faire donc un répertoire de tous ces cadres, voir dans quelle mesure nous pouvons assister le régime actuel? Jusqu'à présent, je n'en sais rien. Mais vous proposez quoi? Parce que vous attendez ce qu'on vous cherche. Mais vous proposez quoi? Nous avons, non, on a proposé plus. Quand Kwendema, par exemple, nous avons proposé un plan au président de la République, comment utiliser l'intelligentsia congolaise. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Mais je crois que le président avait déjà son idée. Par exemple, nous lui avons proposé, par exemple, la mise sur place d'une cellule de stratégie, mais il avait déjà sa propre idée sur cela, et on a vu qu'il a installé une cellule de stratégie. Mais nous lui avons envoyé des documents pour montrer ce que cette cellule ferait, ainsi de suite. J'ignore ce que la cellule actuelle est en train de faire, mais nous avions un plan très très clair sur cela. Donc nous sommes toujours disponibles. Et moi j'ai écrit un briefing pour lui quand il est venu aux États-Unis pour être reçu à la Maison Blanche. Je l'ai briefé avant qu'il n'aille à la Maison, enfin pas la Maison Blanche, le département d'État. Le département d'État, c'était en avril 2019. J'ai contribué à préparer un discours pour le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui devait prononcer à la Banque mondiale. Malheureusement, la réunion a été annulée à cause de la Covid-19. Ça devait avoir lieu au mois de février 2020. Donc, depuis que vous êtes arrivé ici, le président ne vous a pas encore reçu? Non. Vous ne faites aucune démarche? Ou bien vous attendez à ce qu'il vous appelle? Non, mais enfin, on fait des démarches, mais les personnes que je contacte ne répondent pas. J'espère qu'il va suivre notre débat. Il pourra peut-être vous appeler pour discuter avec lui. Je serai très heureux de le voir. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Nous espérons que vous qui êtes passé par l'école moderne, l'école des Blancs, vous allez sauver nos parents qui vivent encore dans la forêt, dans la misère incommensurable. Parce que ça ne servait à rien d'aller à l'école, sinon on serait tous des commerçants. Absolument. En tout cas, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre entretien avec le professeur Zongola Ntalaja, qui est professeur à l'université en Cameroun du Nord. Nous espérons que vous nous avez suivis et vous tirerez des leçons de l'histoire. Une fois de plus, merci et à la prochaine.